Là, on est live là. Donc je roule le truc dans 3, 2, 1. Et nous sommes live en direct. CCPP live avec cette belle introduction. Bienvenue en ce direct sur Twitter de Nilton George. Salut Nilton. Salut, t'as reçu du budget puis tu me l'avais pas dit? Toujours, on a du cash, on a du cash. On a 3 personnes, j'ai des graphiques, j'ai une intro. Wow. Moi, c'est Sofiane et on accueille avec nous Vandril Lefebvre. Salut Vandril. Salut les gars, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être avec nous. Vandou, très gentil de parler un peu foot et surtout pas de foot, parce que le foot nous intéresse moins. C'est la vérité, donc merci beaucoup d'être là, Vandril. Merci tout le monde en direct qui sont avec nous. Donc très gentil. Donc le budget là, vous voyez, il y a des logos KNFC, il y a le logo Couscous Piri Piri, il y a même un espace sponsor. Si vous voulez être un sponsor, il est là votre logo. Ouais, je suis un vrai marchand, hein, vraiment. Le premier sponsor utile, ça serait un coiffeur pour Sofiane? Tout à fait. J'ai besoin de cash. J'ai besoin de cash et d'abord trouver un vaccin, puis après j'irai au coiffeur. Donc voilà, welcome. Bon, Nilton, Vandril, tu es un cobaye par rapport à cette expérience-là. Numéro 3, live avec Alec et Nick Martin ensuite. Nilton, il faut le dire maintenant. C'est quand le prochain podcast? Le prochain podcast? On le fait quand? On le sait jamais. Voilà, exactement. La vraie réponse, c'est on ne sait jamais. Mais c'est quand? C'est quand? Le prochain podcast? Là, on commence à avoir un rendez-vous, là. On a un rendez-vous quasiment hebdomadaire. On a un rendez-vous à tous les jeudis, 8h, avec ou sans invité. Là, on est sur une bonne séquence. Hein? On est avec... Back. Ouais, c'est quasiment la séquence de Thierry Henry. En espérant qu'il ne nous arrive pas la catastrophe. Les Français, il y a Vandril, il y a les fans de Rémi Garde. L'insulte pas les Français. Non. On va pas là encore. De toute façon, j'ai mis le chandail pour souligner la victoire. Le 4e anniversaire. Donc, Vandril, les thèmes de ce soir, c'est le but d'Eder, l'importance par rapport au foot, Toronto FC. Comme je dis tout à l'heure, est-ce que c'est un vrai club ou un vrai grand club? Et voilà. Donc, on voulait savoir par rapport à ça, qu'est-ce que tu en pensais? Ouais, mais justement, Vandril, confinement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec toi dans le confinement? Qu'est-ce qui se passe de notre côté? Écoute, moi, je fais mes affaires. Regarde, la réalité du confinement, elle nous impacte aussi. Je te dirais que moi, elle impacte moins mon day-to-day parce qu'on avait déjà une organisation avec un modèle d'affaires dans lequel le travail à distance et le télétravail étaient notre norme. Ça fait partie de notre réalité à nous. C'est sûr que aller rencontrer les clients, que ce soit des banques, aller rencontrer des entrepreneurs, aller rencontrer des banquiers, on ne l'a pas fait. Le réseautage, etc., on ne l'a pas fait. Mais regarde, c'est une étape à passer. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un de social. Je mets l'emphase sur le social autant avant dans ma vie d'avant au foot que maintenant. Donc, c'est un peu dur sur le principe. Un profil comme le mien, j'ai besoin de m'exprimer, rencontrer, parler, débattre, échanger. Donc, je me suis rattrapé sur Twitter un peu. Une chance, t'es là parce que des fois, à la télévision, RDI, ça se répète un peu. Donc, de temps en temps, on peut s'installer sur ton compte, se prendre une petite bière puis voir c'est qui la prochaine victime. Oh là là. Dès que je m'ennuie un peu ou il y a un temps mort, je me connecte sur les réseaux. Ça va vite, il y a toujours des occasions d'eux. Est-ce qu'on a déjà vu Vandril Lefebvre et Dr Barrett dans la même salle? Je ne sais pas encore. En parlant de Twitter, c'est assez dur. Non, c'est blague, t'es pas comme le Dr Barrett. C'est une blague, Vandril. Vandril, comment tu te sens d'être avec deux stars comme Nilton et moi? Tu te sens comment? Parce que c'est avec deux grandes personnalités du foot média, juste pour savoir. Non, mais au fait, on est probablement les deux seuls qui ne sont pas fans de Barcelone à Montréal. Déjà, ça va faire un bon point pour la discussion. Quoique, d'une certaine manière, j'aurais aimé pimenter ça pour qu'on puisse rentrer dans le débat. Mais
Non, c'est marrant hein, parce que les gens, évidemment, le savent pas, je le regarde pas, mais quand j'étais plus jeune, avant de venir au Canada, j'habitais à Perpignan, donc à 5-10 minutes de la frontière espagnole. Puis mon père avait des billets de saison des billets de saison corporatifs pour aller voir le Barça. C'était 1 heure et demie de voiture. J'y allais 12-15 fois par année et j'étais plutôt même assez fan du Barça quand j'étais. Mais on se parle de Overmars, Kluivert, Cocu, Rivaldo. C'était cette génération-là. Ça, j'étais fan du Barça à ce moment-là. Puis à un moment donné, il y a Zidane qui a été acheté par la Maison Blanche et là, la dynamique a changé. Là. Ah ouais, c'est normal. Encore une fois, moi, j'aime le Barça. C'est les fans moutons du Barça qui me dérangent. Comme les fans moutons du Madrid, tous les fans ont des fans moutons clones et c'est normal. C'est normal. Ça, c'était le coup de grâce pour moi. Ma sensibilité avec Zidane au Real, elle a un peu dérivé. Mais le coup de grâce de mon non-amour pour le Barça déclaré, ça a été les moutons. Exactement. Ça a été le coup de grâce. Et c'était avant les réseaux sociaux. Imagine maintenant, mon Dieu, c'est ingérable. C'est ingérable. Mais c'est toute la nouvelle génération qui a grandi en. C'est probablement leur éducation football, ça a été avec Barcelone, et les belles années de Barcelone. Fait que c'est forcément tout le monde va vers Barcelone. Si ça avait été 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, Arsenal aurait été un peu plus leur club. On voit des vagues comme ça par génération. Là, la nouvelle génération, c'est Barcelone aveugle. Tout le monde. Il n'y a rien qui existe à part Barcelone. Mais je vais te dire quelque chose, Nilton. C'est marrant, mais je pourrais faire un parallèle entre la vie et comment les gens se positionnent dans la vie, puis comment les gens amateurs de foot se positionnent pour le Barça. Le Barça, là, sans mettre de. Sofiane, il va me détester parce que je vais lancer un débat direct, mais le Barça, c'est comme la bien-pensance dans la société. C'est facile d'aller vers le Barça, c'est facile à voir. C'est trop beau la possession, c'est trop beau ceci. Mais oui, c'est un style de foot, j'aime bien ça. Et ça prend du talent, ça prend un cerveau, puis ça prend quelque chose d'être capable de développer ce foot. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, comme spectateur, là, j'ai vu un match du Barça, j'en ai vu 10. C'est la même affaire. Et au bout d'un moment, rapidement, j'ai fait le tour et ça ne m'excite pas plus que ça parce que c'est toujours la même chose. Mais Vandril, avoir cette opinion, c'est pas grave. Moi, ce que je trouve grave, c'est que, et ça s'applique dans tous les aspects de la vie et aussi, que ce soit fan du Barça, fan de la Juve. Moi, j'étais fan de la Juve. Je pense que je suis plus un fan de la Juve parce que, je sais pas, je suis plus méga fan de la Juve et de la Serie A en général depuis un bout. Mais c'est plus pour dire, c'est le manque d'objectifs, pas le manque de débat, surtout dans un monde où les débats sont plus faciles sur les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux. Donc, je dis, à qui je parle? Pourquoi on peut pas dire que je sais pas moi, que Busquets c'est peut-être bon, il est peut-être si bon. Whatever, n'importe quel joueur. C'est le fait que. C'est l'intensité. Mais l'alternative n'est pas possible. Je veux dire, tu es pour Barcelone. Donc, si tu es pour Barcelone, tu es un romantique du foot. Si tu es contre Barcelone, mais tu es un anti-jeu. Mais c'est pas ça. Ouais, exact. Exactement. C'est comme si tu n'aimes pas le foot, en fait. C'est exactement ça. Exactement. Merci à Étienne, Alexandre Lacaille et Jonathan Tannenwald de Philadelphie qui nous a fait des jolis commentaires sur Facebook et sur Twitter. Le Twitter de Nilton, parce que Nilton est influent et je profite de son pack. Non, mais c'est intéressant. Ouais, mais justement, tu disais que tu étais comptable, Vandril. Est-ce que tu as des contacts pour des sponsors, mon ami? Tu as quelque chose? Ah non, bro. Je sais pas, t'as des combines, moi j'ai besoin. On a besoin. On cherche des sponsors, donc justement, moi j'ai besoin d'un coiffeur, j'ai besoin de plein de choses. Ouais, Sid, le défi tête rasée. Moi, je pense que j'aime la charité, je vais le faire moi-même, mais donner de l'argent au Patreon, ça va déjà aider. Et avec cet argent-là, je vais dédier une partie pour ma coupe de cheveux. Sinon, supporter le Canfo Glove via Patreon, CCPP, elle a fait partie de la famille du Canassier, donc aidez-nous. Donc voilà, c'est ce message qui vous a été apporté par Patreon. Nos patrons, merci beaucoup. Puis, si vous êtes une entreprise qui a des services et des produits à faire afficher, on est là. Désolé Vandril, pour de faire partie d'un message marketing sale et dégueulasse. En même temps, hein, les gars. Sinon, tu parlais de ta vie confinée, tout ça, mais tu sais, ta partie plus professionnelle foot, il se passe quoi avec la PLSQ, les équipes? Y a-tu des discussions qui sont en cours quelque part dans les corridors? On a entendu parler parce qu'au niveau médiatique, oublie ça, on n'entendra jamais rien sur la PLSQ. Est-ce que tu sais quelque chose? André, on veut des scoops. On veut des scoops. Je sais rien.
c'est silence radio depuis le début du confinement. On n'a pas trop d'horizon. Moi, de toute manière, tu sais, comment te dire ça, je suis un peu sceptique sur comment dire, je suis un peu sceptique sur la reprise du soccer amateur de haut niveau. Pourquoi? Parce que le soccer amateur de haut niveau, pour les tranches d'âge comme pour les tranches d'âge seniors, nous on paye pas des cotisations, hein, donc on est plus un coût éventuellement qu'autre chose. Donc moi je pense que avec ce que le gouvernement prend comme disposition, puis on parle de réouverture, mais en réalité il n'y a rien qui est propice à la compétition. Moi je pense que c'est une formule pour sauver les cotisations des parents pour les jeunes et trouver un moyen d'avoir les jeunes qui continuent de jouer au foot. L'un va avec l'autre aussi, mais la notion de compétition n'aura pas lieu. Puis comme je dis ça, on ne paye pas nos cotisations. Nous, les seniors de la PLSQ, on est un coût, donc je ne pense pas qu'on sera prioritaire dans cette pyramide-là. Et là, quand on voit ce qui se passe avec le sport universitaire, c'est pas un bon signe, là. Ils ont déjà prévu l'annulation cet automne. Là, quand je regarde du côté de la PLSQ, je dis wow, ça va être une année, c'est ça, c'est une année annulée, c'est vraiment dommage. Il va falloir encore recommencer parce qu'il y a beaucoup de gars qui vont abandonner après cette saison-là. Souvent, c'est le fait d'avoir une autre saison qui s'en vient, qui dit OK, je vais faire une autre saison. Il va y avoir des équipes qui vont avoir de la misère là, l'année prochaine. Là. Ouais, non, je suis très sceptique là-dessus. En même temps, j'espère me tromper, tu vois. En même temps, je te dis ça, mais puis c'est un avis, hein. J'ai pas de son de cloche. Donc, c'est vraiment ce que je vois, comme c'est silence radio et que j'entends pas parler. J'utilise un peu mon bon sens et les choses que je décrypte un petit peu à droite, à gauche. J'ai du mal à voir comment il y aura du foot de compétition pour nous cette année-là, ouais. Sinon, est-ce que ces gars-là pourraient éventuellement se retrouver des places en CPL ou c'est des opportunités ou tu vois ça comment pour… C'est limité, il n'y en a pas beaucoup de toute manière qui auraient accès à la CPL. S'il y avait une équipe au moins au Québec, ça changerait peut-être la donne sur le bassin de bons jeunes joueurs, mais les quelques bons jeunes joueurs qu'on a ici, quand ils arrivent à être vus par une équipe de CPL des autres provinces, ils y vont, mais forcément, c'est plus difficile c'est plus facile de passer au travers des mailles du filet que d'être capté par le filet, par le fait même qu'il n'y a pas d'équipe au Québec. Donc, c'est malheureux, mais pour l'instant, le statut est cruel par rapport à ça. Ouais. Mais toi, tu l'as connu, tu as connu la MLS, tu as eu les fameux matchs du championnat canadien avec les équipes de la CPL. Au niveau, là, y a-t-il un gros step entre les deux? Est-ce que la CPL est vraiment une coche supérieure par rapport à la PLSQ? Est-ce qu'il y a des gars, est-ce qu'il y a des pépites cachées en PLSQ qui manquent juste les occasions, qui ont besoin de ce coup de chance-là pour percer en CPL? Comment tu compares ces deux ligues-là? C'est difficile aussi quand même de se positionner sur la… Vraiment, c'est difficile pour moi de me positionner sur la PLSQ trop parce que j'en ai fait qu'un an, d'une part. Et d'autre part, la CPL aussi, elle n'a qu'un an, elle n'a qu'une saison d'existence. Donc de là à créer une dynamique, c'est difficile. Maintenant, moi, le point de référence que j'ai, c'est… ce que je vois, c'est une chose, mais je sais que quand tu joues contre, c'est toujours différent. Ouais. Nous, quand on a joué contre eux, regarde, c'était 0-0, 1-0, un but, cafouillage à la 60e minute sur un match qui aurait pu, sans arrogance aucune, basculer de notre côté là-bas, sans aucun problème. On a fait pas mal jeu égal. Maintenant, c'était une meilleure équipe quand même. Hein, je vais pas dire l'inverse, c'était une meilleure équipe, mais juste parce qu'il y a légèrement plus d'homogénéité et parce que par contre, le fait que tu t'entraînes tous les jours, à un moment donné… le professionnalisme. Voilà. Mais moi j'ai l'impression que… Pas par le QI, pas par la technique, un peu plus d'homogénéité, mais surtout plus d'entraînement. Moi, je vois un peu, c'est comme quelqu'un qui met plus de… C'est comme une entreprise qui a mis plus de budget parce qu'elle a une plus grosse structure. Je compare par exemple quand les U15 du Canada jouent contre les U15 en Serie A, on a le même niveau. Dès qu'ils arrivent à U18, il y a un gap de 15 ans, quoi. Quasiment parce que les U15 à U18, ils ont joué des matchs de compétition, UFA, Nation League, Youth League, etc. Donc, c'est un peu, à un moment, dans 2-3 ans, le gap va être tellement énorme, le fossé, parce que le budget, la compétition, la structure, et c'est un peu le défaut des ligues provinciales, les ligues, même en Allemagne, les ligues fédérales, etc. Elles vont piger les grandes ligues vont piger des petites ligues et c'est normal. C'est un peu la loi de la jungle.
y a ça, puis il y a aussi après le focus. Là, moi, moi c'est différent aussi. Entre guillemets, ma carrière est derrière moi, mais les autres, ceux avec qui on joue, surtout nous à Blainville, on a une moyenne d'âge un peu plus élevée aussi. Tu as des joueurs qui sont passés, qui ont eu un cursus intéressant. On en est rendu au point de notre vie où le vendredi soir, le samedi soir, on a envie de sortir parce qu'on a travaillé dur la semaine. Tu vois ce que je veux dire aussi. Mais ce que tu veux dire, c'est que si tu prends un best-of de PLSQ, tu les donnes un salaire de professionnel où ils sont concentrés professionnellement pour devenir un joueur de foot, tu es capable d'avoir une équipe de CPL de qualité. Ouais, oui. Ouais. C'est l'encadrement. Si l'encadrement ne se fait pas maintenant, ces ligues vont devenir des feeders, ils vont nourrir les ligues supérieures, ce qui est un peu la logique. Question de Sid Atsolambe. À quel point Blainville est représentatif du niveau général de la PLSQ, champion depuis 3 ans? Premièrement, quel que soit quel que soit le niveau où tu joues, répéter, c'est difficile. Répéter, c'est difficile. Puis répéter, le Blainville, oui, il y a un noyau dur qui est resté le même, mais il y a quand même des éléments qui ont été perdus, qui se sont greffés d'une année à l'autre. Et répéter 3 ans de suite, c'est quand même à saluer. Je te dirais que notre avantage, Blainville, il est double. Premièrement, on est bien coaché. Manu, c'est un bon coach, bonne philosophie. Manu, là, c'est pour ceux qui suivent un peu l'Impact ou tout au moins l'Académie, c'est un peu un genre de Philippe Lafroy là, dans l'approche, dans la dynamique. Ouais. C'est sûr que Philippe a un bagage évidemment plus marqué, plus poussé encore, mais je parle dans l'approche, là, dans la philosophie, etc. Manu, c'est ce type de coach-là qui est rigoureux, mais qui laisse de la liberté. Donc tu as du plaisir à jouer sous ses ordres. Et ensuite, c'est ce à quoi je faisais référence il y a 2-3 minutes. Là. Le noyau de joueurs là, important, entre guillemets, de notre équipe, c'est des joueurs un peu expérimentés, qui ont un certain bagage, qui ont eu une certaine expérience à différents niveaux. Il y a moi, Papouche, t'avais Mohamed Farsi, t'avais Nafi, notre capitaine. Tu as des joueurs comme ça, là, on est dans une dynamique où on a un avantage expérience et QI peut-être sur la moyenne de ce qui se fait en PLSQ. Là. Ouais. Non, c'est bon. Est-ce que, comment dire, toi, tu sais que tu as joué un peu un PLSQ, est-ce que ça, je sais que tu as dit après ton départ de la MLS, etc. Est-ce que un retour à un foot quasiment professionnel, c'est fini pour toi? Si on dit, s'il y a un club, je sais pas, un CPL ou même MLS, je vais un peu dans la fantaisie vendredi, tu dis, c'est quoi, dans 3 mois, tu te mets en forme, moi je te prends dans mon 18. Ça t'intéresserait ou pour toi, genre, ok, ma carrière est ailleurs, mon mental est ailleurs, même si le physique peut être là? Entre le mois de mars 2019 et le mois de décembre 2019, j'ai eu 3 offres de CPL. Puis les trois, j'ai répondu la même chose. J'ai dit merci, c'est gentil de penser à moi, mais le foot, c'était avant pour moi. Moi, je suis ailleurs. Ouais. Donc, OK. Est-ce que mais ça reste étonnant parce que quand tu as quitté l'Impact, tu sortais de 3 saisons, à part la dernière saison où tu es parti rapidement. Les 3 autres avant, tu avais accumulé 1000 minutes. Là. C'était quand même plusieurs minutes de. C'était pas, il y avait des saisons où l'équipe allait moins bien, mais tu as quand même été régulier pour remplacer des gars. Tu étais là toujours dans le 18 partant. Donc, passer d'un joueur d'effectif stable à rien du tout, c'est quand même étonnant. T'sais, moi, ça m'a étonné de voir que tu as été comme barré rapidement de la MLS, ou c'est plus toi qui s'est dit, regarde, tant qu'à aller réchauffer le banc ou faire quelques minutes, recommencer à zéro dans un autre club, sans trop connaître le contexte, moi, j'ai une opportunité, une alternative professionnelle intéressante. C'est ça qui a fait en sorte que tu as laissé tomber un peu à la MLS parce que tu avais quelque chose de plus intéressant on the side? Il y a une triple dynamique dans ce qui s'est passé. Moi, déjà, j'ai abordé… Tu sais, l'Impact m'est un peu tombé dessus. Ce n'est pas moi qui ai fait de démarche particulière pour faire cette vie à l'Impact. Tu sais, ça m'est tombé dessus. Puis tout à coup, un beau jour, quand j'ai eu cette opportunité de joindre l'Impact, j'ai un peu pesé le pour et le contre. Là. Tu vois, j'ai dit, OK, moi, j'ai mes études, je veux faire ça. Est-ce que je suis capable de mener le combat de front? Puis… à un moment donné, j'ai dit, ouais, je pense que ça se fait. Puis j'y suis allé. Puis au final, j'ai eu la chance. Bon, après, il faut du travail aussi. Mais
j'ai eu la chance de cette opportunité et les dés sont tombés de mon côté, puis j'ai eu du succès dans les deux. J'ai réussi à finir ce que je voulais faire d'un point de vue académique et scolaire, et puis en même temps, j'ai eu cette chance de passer pro, puis de démarrer. Mais l'approche à ce moment-là, pour moi, était cette vie à l'Impact, je ne sais pas combien de temps elle va durer, je sais qu'elle est éphémère, c'est du moyen terme au mieux, d'une certaine manière. Et si jamais je dois partir ailleurs, ça ne va pas m'intéresser. Je pense que je vais passer à mon après-carrière. Et à un moment donné, j'ai commencé ma carrière, puis ça s'est bien passé. Tu vois, tu parles des années, surtout 13, 14, 15, 16. Je suis monté en puissance là-dedans. Puis, tu sais, quand tu parles à Nick DeSantis, Mauro Biello, qui étaient là, ce qui mettait de l'avant eux, c'est on a un Big Three en défense. Tu avais Cabrera, Simon, Lefebvre, ça a été ça pendant 4 ans. Puis le duo qui marchait, le duo qui était un peu plus mis ensemble, c'était le duo Cabrera-Simon. Mais quand je m'insérais avec l'un ou avec l'autre, il y avait une forme de rotation, puis on n'y perdait pas autant. Et c'était marrant parce qu'au moment donné où j'ai renégocié mon contrat, à un moment donné, tu veux renégocier ton contrat sur du tangible, d'accord? Donc, on a négocié mon contrat, puis là, je faisais des stats là, pour voir un petit peu qu'est-ce qui tombe pour moi, qu'est-ce qui est en ma faveur ou pas. Et en réalité, tous les ratios de buts encaissés, de points gagnés par l'équipe, et ça a l'air bizarre à dire, mais c'est vrai. Quand j'étais sur le terrain, c'était le plus haut. Que je sois avec Victor ou que je sois avec Laurent, quand j'étais sur le terrain, l'équipe avait un ratio de points supérieur à quand je n'y étais pas, puis on encaissait moins de buts, etc. Donc, à un moment donné, j'ai mis ça de l'avant, surtout parce qu'on me voyait comme un leader, etc. Puis, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la négociation. Il y a des choses que moi, je n'ai pas appréciées dans la négociation. Donc là, ça a laissé des traces. Moi, je suis quelqu'un de… Tu sais, je suis ambitieux. Quand je travaille dur dans ce que je fais, c'est pour être récompensé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre à des négociations? Parce qu'on a tous des négociations avec nos employeurs, nos futurs employeurs, etc. Est-ce que tu dis, oui, c'est normal, mais je le prends mal parce que j'ai donné beaucoup et je suis un gars du club? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus grave? Non, c'est plus grave parce que pour moi, une négociation, c'est normal. Ils veulent m'avoir le moins cher, je veux être là le plus cher. À un moment donné, ça c'est vrai pour tout le monde, quoi qu'on en dise. D'accord? Mais à un moment donné, une négociation, là, je demande ça, on me propose ça. Je demande ça, on me propose ça. Tac, tac, puis on va se rejoindre quelque part là. Là, si je demande ça, on me propose ça. Je demande ça, on me propose ça. Je demande ça, on me propose ça. Ça ne marche plus. Là. Il doit y avoir une logique de convergence. Si on joue une game en essayant de jouer la montre, etc., sur de l'intangible, à un moment donné, c'est propre, c'est moi. Peut-être quelqu'un va l'accepter un peu mieux, mais moi, j'en connais pas beaucoup qui accepteraient ça. Mais moi, avec mon tempérament, ça marche pas. Mais toi, tu faisais ta propre négo? Tu n'avais pas un représentant pour éviter… J'avais un représentant, oui, pour absorber le volet un peu émotif, justement, de la situation. Mais les analyses, je les monte moi-même. Je lui fais confiance, on échange, et puis… Mais je les faisais moi-même aussi. Je m'impliquais dans le comment je pourrais dire ça, le backstage de tout ce qui était raisonnement et argumentaire. Puis non, ça s'est pas bien passé. Mais c'est sûr que pour être un joueur foot professionnel, il faut une carapace terrible. Je veux dire, Piet est passé par là dans la dernière saison. On a vu Nacho Piatti avec son signe sur le terrain. Tu sais, ça arrive régulièrement. Il faut avoir une carapace. Puis ça doit faire encore plus mal, j'imagine, quand c'est ton club. Quand tu te promènes d'un club à l'autre, tu t'attends à ça. Mais quand c'est ta propre maison, ça doit faire mal. Puis ça doit être hyper compliqué à accepter. Et ça doit être tentant aussi de se venger. Maintenant, avec les médias sociaux, tu peux faire couler des informations. Tu peux voir ce que la communication officielle donne comme discours. Et toi, tu es là en train d'absorber. Tu dis, attends une minute, là, il manque un revers. Là. C'est pas tout à fait vrai, là. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, vous regardez, ça fait 2 ans que je suis plus à l'Impact, puis vous regarderez, jamais je dis du mal de l'Impact non plus. Puis ça, on n'aime pas ça. On aimerait ça que ça soit. C'est un petit peu soft. C'est un petit peu soft. Jamais je dis du mal de l'Impact parce que ce serait aussi cracher dans la soupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais même que la vie que j'ai maintenant, je la dois aussi à mes années à l'Impact. Quand bien même c'est radicalement différent ce que je fais maintenant, ça m'a donné une visibilité, ça m'a permis de faire des rencontres et bâtir un réseau qui m'est utile maintenant. Il faut aussi, mais en même temps, comment je vais dire, je vais utiliser une métaphore.
ton père, tu l'aimes parce qu'il t'a mis au monde, mais si un beau jour, il te met juste une droite dans la tête sans t'expliquer pourquoi, tu ne vas pas l'apprécier quand même. Là, même si c'est ton père. Bon, ben, il y a eu un peu de ça à un moment donné. Ils m'ont aidé à me mettre au monde comme adulte et professionnel parce que j'ai des années importantes de ma vie et en étant jeune, je les ai passées là-bas. Ouais. Mais c'est sûr que si tu me l'as fait à l'envers à un moment donné, ben, ça ne me plaît pas. Pour les écouteurs milléniaux, la métaphore, ça veut dire un time-out. Donc, de nos jours, c'est un time-out. De nos jours, c'est une taloche. Non, ça n'existe pas de nos jours. Voilà. Ça s'appelle un time-out. Donc, faites attention, les jeunes, au time-out. Mais non, parce que, bon, comment ça. Question. On sait que par rapport à ton tweet, par rapport à Trump, c'était l'effet boule de neige par rapport, je pense, à ta carrière à MLS. Et qu'est-ce que les gens disent aujourd'hui de Trump? Donc, soit c'était juste une blague, soit j'étais visionnaire. J'en sais rien. C'est un peu. Mais bon, il y a quand même une responsabilité sociale par rapport aux joueurs et puis par rapport à la marque du club et de la ligue. Bon, on peut dire oui, il avait tort, mais il a le droit d'exprimer, etc. Mais c'est arrivé, on ne fait pas l'analyse de ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que je me demande si tu avais un passeport US, je pense que tu aurais trouvé une place dans un club MLS après 1 an. On va laisser couler. Mais attends, Sofiane. On va laisser couler 6 mois. Ouais, tout le monde va oublier. Puis Vandril, il va se trouver à Kansas City. Il va être avec les Swopak Rangers pendant 3 mois. Puis il va monter avec Vermees. Puis mais à l'époque, ouais, mais comme Vandril l'a dit, à l'époque, parler de Trump de cette manière-là, c'était impensable. Là, c'est quasiment. Il faut le faire, sinon t'es du mauvais côté si tu ne fais pas de remarques contre Trump. Exact. Et faire un tweet il y a 4-5 ans, ça doit faire 5 ans à peu près, là, ce tweet-là sur Trump, c'est forcément une des raisons. C'est forcément une des raisons où les opportunités en dehors d'un impact de Montréal a été barré. Tu sais, Houston, n'importe quelle équipe américaine va chercher Vandril 3 mois après ce tweet-là, il va avoir de la difficulté. Là. Est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher Vandril avec ce tweet-là? Moi, j'avais jamais poussé cette réflexion-là parce que, très honnêtement, je m'en fous et je m'en foutais au sens où, de toute manière, je ne voulais pas partir. Exact. Donc d'une certaine manière, premièrement, la réflexion s'est jamais posée en ces termes pour moi. Maintenant, si jamais j'avais eu un passeport US, le fait parce que évidemment avec les règles, moi je comptais comme joueur étranger. Exact. Ça, c'est une aberration, mais bref, je compte comme joueur étranger ailleurs, mais les Américains qui viennent ici, eux, ils comptent comme joueurs domestiques. C'est une aberration, mais c'est factuel. Donc évidemment, j'étais désavantagé de base par rapport à ça, quand bien même il y aurait eu le tweet ou pas le tweet. Maintenant, moi, je vais vous dire, premièrement, le tweet. Après, les gens commencent à me connaître maintenant. Moi, j'ai un certain humour. Pour moi, l'humour est drôle que quand il est dérangeant. Si jamais c'est de l'humour lisse, c'est pas de l'humour, c'est pas drôle. Donc, première des choses, c'était de l'humour. Et deuxième des choses, quand bien même, je veux dire, on va pousser la logique du fait qu'il y a une. Moi, je suis un penseur libre. Là, j'ai pas de. On avait remarqué. Je comprends la responsabilité sociale, je comprends, mais moi, les discours policés, les discours lisses, l'idée qu'on doit à tout prix se fondre dans un moule pour les intérêts ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est même l'inverse. Je vais combattre ça. Tu vois. Tu viens de décrire CCPP. Regarde, il y a des gens qui disent que Antivero est super. Il y a des gens qui ont créé un Novilo incluant des fans sans même le voir jouer. Et puis, il y a d'autres qui disent que Tyder est un bon joueur, mais pas numéro 10, moi, et que personne n'écoute. Tu vois, il y a des perspectives de Vandril. C'est pas facile de parler foot. C'est pas facile. Moi, je suis comme ça. Mais on parle de Novilo, là? Non, je parle. Moi, j'ai une dernière question concernant ta présence à l'Impact de Montréal. Moi, je me suis toujours demandé le fait qu'ils t'ont positionné défenseur central, est-ce que ça finit par te nuire? Parce qu'on voyait que tu pouvais apporter d'autres choses. Tu sais, prendre un milieu défensif, le descendre dans sa carrière comme défenseur central, ça se voit beaucoup. Mais le fait que tu étais un bon gabarit, c'est encore plus facile. Tu sais, on peut pas. J'ai la réponse à la question. Mais prendre un Samuel Piette et le mettre défenseur central, ça fait pas de sens à cause de son gabarit. Mais Vandril, ça faisait du sens. Mais au niveau technique, est-ce que tu n'aurais pas été plus avantagé d'avoir une carrière au milieu du terrain? C'est facile et c'est difficile de vouloir refaire l'histoire, hein, évidemment, comme toujours. Moi, je te donne mon avis.
j'aurais été un meilleur milieu de terrain que j'ai été un défenseur central, parce que j'aurais pu amener ma rigueur et mon abattage physique. Puis vous le savez, là, moi, je n'étais pas feignant. Hein. J'étais pas feignant. J'avais des prépas physiques qui étaient dignes de quelqu'un qui allait jouer 90 matchs dans l'année. Puis je ne faisais pas des calculs par rapport à mon temps de jeu ou ma place dans la hiérarchie à ce moment précis. Non, je faisais des prépas physiques rigoureuses, etc. Je pense qu'en tant que milieu de terrain, je serais peut-être encore à l'Impact. Ouais. Si jamais j'avais… mais d'un autre côté… C'est marrant à dire, mais j'ai peut-être eu une opportunité rapidement parce que j'ai eu l'occasion d'être défenseur central. Donc, ça marche aussi dans les deux sens. C'est juste qu'à un moment donné, comme j'ai bien fait quand on m'a donné ma chance défenseur central, on m'a étiqueté comme ça, puis on m'a dit tu ne retourneras plus. Il n'y avait plus d'autres options pour toi. Il n'y avait plus d'options de jeu. Donc, c'est vraiment le début. C'est au début que ça s'est joué. Mais moi, je reste persuadé que je suis un meilleur milieu de terrain qu'un défenseur central. 2012 à 2015, je pense que tu aurais eu ta place, voir la qualité des milieux de terrain autour de la ligue, puis c'était un peu n'importe comment, surtout des joueurs surpayés. Mais le seul hic, nous on critique les gens sur Twitter et en personne, c'est que le seul truc qui te manquait peut-être, et tu parles à un gars qui est beau gosse mais gros et obèse, donc qui est lent. Donc, je fais attention à ce que je dis quand je dis que je parle des capacités physiques des athlètes. Donc, je mets ça en perspective. C'est peut-être la vitesse qui te manquait un peu au milieu de terrain. Peut-être. La vitesse, peut-être pas l'accélération. Non, l'accélération, tu avais la vitesse de fond, peut-être l'accélération qui te manquait, mais encore une fois, il fallait qu'on t'essaye. On t'a jamais essayé. T'as raison, la vitesse n'a jamais été… c'est le seul truc… Mais tu serais surpris, je ne suis pas lent non plus. Non, t'es pas lent. J'ai joué contre toi, j'ai bloqué des tirs. Donadel, il était rapide, Donadel. Ah, c'est une pointe, là. Exactement, c'est ce que je voulais arriver. C'est une question de positionnement, puis tu es plus un coureur de fond. C'est clair. Et je pense que ça aurait marché. Mais bon, oui, mais comme tu l'as dit, cette opportunité, ce désavantage de ne pas avoir considéré comme milieu de terrain t'a amené à faire les 1000 minutes 3 années de suite, 3 saisons de suite. En tant que défense centrale, tu as fait ton argent, US money, bling, bling, on est content. Et puis, c'est parfait. C'est sûr, c'est juste que… Non, c'est sûr, c'est juste que… Mais la question de Nilton, en fait, je la trouve… Elle est marrante parce que vous intéressez, vous savez, mais évidemment, à un moment donné, on a oublié qu'à la base, j'étais un milieu de terrain parce que évidemment, c'était devenu lointain. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'avais une certaine frustration enfouie. Je la gardais parce que j'étais professionnel, j'avais un job à faire pour l'équipe. Ouais. Mais j'avais une certaine frustration à dire… Tu sais, mon pied droit, mon pied gauche, je peux envoyer le ballon comme je veux ici, là. Et je me disais, merde, comme défenseur, j'ai cette prise de risque que je ne peux pas pousser. Tu vois, parce que ton point fort, c'était le relance. La rigueur avant. Mais la relance, la distribution, c'est partie de ton bagage technique qui était très fort. Mais à l'époque, la frustration là, que j'avais quand je voyais ça, tu sais, c'est OK, Donadel, il avait l'expérience du milieu de terrain, il n'était pas capable de faire 90 minutes, mais c'est qu'on utilisait des joueurs hors position pour jouer dans cette position-là. Tu sais, on a utilisé des Lefebvre, on a utilisé des Bernier comme des milieux défensifs, on a reculé des Arnaud. Tu sais, on a joué des gars qui c'était pas naturel d'être là. Eric Miller. Oui. Oh wow, quel match ça avait été. J'avais complètement oublié. Ça avait été wow, quelle innovation. Donc, tu sais, quand tu vois ça, tu dis merde, oui. Il donnait cette possibilité-là d'avoir sur le banc un gars qui peut jouer deux positions. Il dépannait en défense centrale, mais il y avait une technique tellement supérieure et efficace, utile au club, au milieu de terrain et jamais utilisée. Moi, à ta place, j'aurais été frustré parce que je disais, je passais à côté de quelque chose. J'avais cette frustration, mais en fait, c'est surtout, avec le recul maintenant, j'ai un peu le regret parce que je me disais, peut-être je me serais cassé les dents sur… On ne sait jamais, tu sais, peut-être ça aurait été un échec, mais en tout cas, sur papier, j'avais clairement le bagage technique pour pouvoir avoir cette chance de m'exprimer à cette position. Et avec le recul maintenant, je me dis, merde, je suis peut-être passé à côté de ça, de pouvoir m'exprimer à cette position. Mais bon, mais ça, c'est le choix. Comme ça, tu vois. Mais ça, c'est le classique, et je lui dis souvent, tout le monde qui va commencer à faire un lance fan avec son concept que tu connais très bien, Vandril, tu étais à HEC, puis tu travailles dans ça, le coup d'opportunité. C'est le coup du choix que tu fais et le choix que tu fais pas. C'est la vie de tous les jours, puis le choix qu'on a fait pour toi a fait que c'était pas si mauvais que ça. Puis, je veux dire un grand bonjour à Youssef Daha, qui est à Vancouver. Salut Youssef. Salut Youssef. T'as donné des compliments, bonne technique, bonne vision de jeu, mais avec une grosse personnalité à gérer. Ouais, ben…
Qu'est-ce que tu veux, Vandrine? C'est une qualité, ça, non? Et Youssef est très bien placé pour parler de grosses personnalités, mais Oh. grosse personnalité parle d'une grosse personnalité Ouais. pour le coup. Non, mais Youssef, Ouais. je l'adore. C'était, Ouais, he's the best. il était là à l'académie, on s'est suivis, on se connaît, ça fait 15 ans. Avec Youssef, ça a toujours été un plaisir. Voilà. Ouais, c'est vrai. Puis, comme décide, les changements entre pro et amateur, c'est normal en information et c'est normal. C'est normal. Puis on t'a pas mis, tu sais, et c'est encore, ton changement est beaucoup moins drastique par rapport à des attaquants qui deviennent latéraux gauche. Latéral gauche, ça, en cours de carrière aussi. Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai vu que Jesus Navas il joue arrière droit. Tu sais, Navas était considéré un des espoirs au milieu de terrain. Tu sais, les postes aussi évoluent d'une tactique à l'autre. En fait, le problème, Nilton, Sofiane, le problème était pas tant le poste, parce qu'en passant, j'avais énormément de plaisir à jouer défenseur central. C'est un poste à responsabilité, c'est un poste où l'intelligence est primordiale. J'avais énormément de plaisir à jouer un match dans l'analytique et tout ce que ça représente. Énormément de plaisir. Ma frustration, elle était juste balle au pied. Elle était vraiment sur le volet balle au pied où non, t'es défenseur central, tu peux pas. C'est tout. Il y a quelque chose que tu n'as pas le droit de faire. Le foot ne t'autorise pas à faire. Alors que tu es 5 mètres au-dessus, avec ce défenseur central derrière toi, tu as tous les droits, ou presque. Et voilà. Mais tu as eu ce pragmatisme de dire, OK, moi, je veux jouer, je vais être payé, je veux faire mon argent, je veux faire ma carrière, je veux faire ce qu'on me dit, puis c'est tout, ce qui est bien. Quoique, il y avait une compétition déloyale avec certains joueurs qui avaient des contrats, qui disaient qu'il fallait qu'ils jouent un non-million de matchs. Donc, tu te retrouvais dans des situations comme ça existe pas, ça. Non, jamais. Le joueur, les 2 joueurs sont encore au club. Mais je tergiverse. Vous avez trouvé c'est qui. Mais, en tout cas. Mais justement... j'avais une question. Vas-y, Milton, j'ai oublié ma question. Vas-y. Moi, je voulais parler un peu de l'Académie. Il y a quand même beaucoup de joueurs depuis 2010 que l'Académie a été créée, je crois. Ouais, il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels, pas avec l'Impact de Montréal, qui ont des opportunités ailleurs. Si tu avais vraiment, je veux une opinion franche, direct, comme tu es capable, est-ce que l'Académie de Montréal a réussi son mandat? Oui. Est-ce qu'on exploite comme club au mieux l'Académie de Montréal? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Mais clairement, et puis regarde, il n'y a pas de... on va se dire les vraies choses là. Les joueurs qui sortent maintenant, là, la génération qui arrive, là, les Ferdinand, Aniel. Moi, je les ai vus parce que juste avant le confinement, peut-être 2 semaines avant le confinement, avec Blainville, on a fait un match amical contre les U19 là. Ils m'ont fait courir comme c'est pas permis. Et écoute, c'est des joueurs, donc ils ont, en plus on jouait, ils étaient jeunes, ils avaient 17, 18 ans. Là. C'est des joueurs qui sont incroyablement mieux formés que ce que je pouvais l'être. Pourquoi? Incroyablement mieux formés que ce que je pouvais l'être. Après, en même temps, ils ont des choses que moi, j'avais peut-être pas. Eux, ils n'ont pas des choses que moi, j'avais aussi, tu vois. Mais ils sont incroyablement mieux formés. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans les rangs relativement jeunes, tu vois. Ils sont rentrés, j'en sais rien. Maintenant, c'est même des générations qui ont été là à la pré-académie, etc. Toi, tu es rentré à 19 ans à l'Impact. 19 ans, 20 ans. Ouais, c'est ça. Moi, je suis rentré à 19 ans. Je suis rentré tard. Mais tu regardes Puis Philippe, encore une fois, Philippe Lafroy, moi, c'est mon père spirituel footballistique parce que ça, premièrement, c'est un gestionnaire d'hommes, en entreprise, on dirait un gestionnaire de ressources humaines, d'une certaine manière, de personnel qui est incroyable. Ensuite, il a une capacité à aller, je te dirais, analyser comment le foot doit se jouer en te donnant des clés, mais comment dire, en mettant pas la clé dans la serrure pour toi, là, il te dit voici le trousseau de clés, celle-ci ouvre telle porte, fais ce que tu veux. Il n'y a pas qu'une porte, il n'y a pas qu'un chemin. Et donc à la fin, il y a une pleine liberté pour t'exprimer. Puis ces joueurs-là ont un QI et un bagage technique. Ils sont mieux formés que moi. Bottom line, ils sont mieux formés que moi. Donc mon point en disant ça, c'est que la moyenne, l'homogénéité avec les joueurs sont amenés jusqu'à 19 ans est largement supérieure qu'à mon époque, c'est sûr et certain. Après, il y a de l'intangible qui fait que ce bagage technique, QI, etc., peut t'amener ailleurs. Et ça, c'est le grand défi de tout joueur. Philippe, elle l'a bien compris, puis il essaie d'en faire partie intégrante de la formation. Mais ce n'est pas facile parce qu'on ne sait pas encore exactement comment il faut travailler ça. C'est le mental.
c'est le mental. Pendant longtemps, on a cru que le mental, ça pouvait se développer plus tard et que Ouais, c'est pas vrai. Le mental, ça se développe tôt. ouais, Philippe et son équipe, ils le font développer tôt, mais c'est difficile. Je pense que dans 10 ans, quand on regardera comment, en ce moment, on est en train de former, ouais, on se dira merde, comment on n'avait pas pensé à faire ces choses-là, ouais. etc. Parce que je pense que mentalement, c'est là le gros gap qu'il y a à franchir dans un joueur de foot maintenant, dans sa formation. Mais pour justement le mental des joueurs qui restent à former, c'est le niveau de compétition qui, après 19 ans ça s'arrête. Il y a comme un blocage. Il y a plus de développement parce qu'il y a le niveau pro et la marche est trop haute. Est-ce que l'Impact aurait intérêt à avoir une stratégie de prêt de joueurs pour leur donner du temps, puis laisser aller des joueurs pendant 2-3 ans dans des équipes comme ça, où ils ont avantage eux-mêmes, comme ils ont essayé dans les 2 premières années avec le club réserve? C'est quoi le principal point qui accroche encore pour que ces joueurs-là deviennent vraiment la mine qui vient donner des pépites au club? C'est une bonne question. Je vais utiliser un mot qui est très utilisé depuis 2 semaines. Mais Attends, je prépare le bouton rouge là. Attends. Ouh. Non. C'est systémique. Il y a quelque chose de systémique qui fait qu'il y a des barrières dans le développement. Et pour moi, parce que le système du foot nord-américain n'est pas bâti comme en Europe, où justement, si tu ne prends pas le gros pont Jacques-Cartier, tu peux prendre le petit pont Victoria, puis ultimement, tu arrives sur la rive sud quand même. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et il y a plusieurs chemins qui te permettent d'arriver au même endroit. Ici, malheureusement, non, c'est très limité. Et pour moi, le seul moyen de contrer ça, en raison du système qui est imparfait, c'est d'internaliser. Parce que tu ne peux pas externaliser ces choses-là ou beaucoup plus difficilement. Ouais. On l'a vu, on essayait de faire des partenariats avec Ottawa, mais regarde, Ottawa est instable. 3 ans après, ils n'existent même plus. Les joueurs qui allaient là-bas, ils ne jouaient pas tous. Ceux qui ont joué, on savait, à part Maxime Crépeau, et encore, il est où Maxime Crépeau aujourd'hui? Ouais, mais ils l'ont pas fait jouer. Mais ils l'ont pas vu jouer. On peut jouer. Ultimement, cette histoire-là, c'est un échec. Hein, on va se dire les vraies choses. Pour moi, la clé, à partir du moment où, quand tu externalises, tu outsources, comme on dit en anglais, ça ne fonctionne pas, ben, il faut faire un constat froid, il faut internaliser. Il faut voir cette équipe à l'interne. Exactement. Parce qu'au moins, tu as une maîtrise. Ça coûte de l'argent. OK. Oui, mais c'est ça. Mais ça, c'est un monde idéal. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est la voie à suivre quand tu n'as pas d'autres contraintes. Mais dans un club comme l'Impact de Montréal où chaque scène compte, je veux dire, ils ont négocié. S'ils négocient ton contrat, imagine ce qu'ils doivent négocier ailleurs. Là. Je veux dire, chaque sou doit compter. Donc, dans un budget qui est vraiment hyper limité, le outsourcing, c'est une façon de faire si elle est bien faite. Si on envoie Crépeau une saison dans une équipe, que ce soit un partenaire ou pas, ça importe peu. Il faut juste la meilleure place où mettre tel joueur parce qu'il va jouer des minutes. Si tu le places dans une équipe uniquement pour t'en débarrasser pendant 1 an, c'est sûr que c'est un problème. Mais si ça devient une forme de formation et de développement, puis que quelqu'un s'en occupe. Moi, ce qui m'a tué, ce qui m'a fait tomber les bras, c'est quand Rémi Garde a dit, après une saison, j'ai jamais vu jouer Crépeau, mais je sais qu'il ne fait pas l'équipe. Comment ça? Et en faisant ça, à ce moment-là, il n'y avait pas de directeur sportif ou technique. Il y avait encore Adam Brass, puis il y avait Nick Sandis comme VP Relations internationales, mais il y avait personne pour défier Garde, pour dire, tu sais quoi, lui, il a une valeur. OK, même si on va pas dire des choses comme ça. Déjà, on le dit pas publiquement. De deux, même si on le voit pas jouer, puis il est MVP Ottawa, etc. Ben, quand on va l'échanger ou le vendre, parce qu'il n'a pas le passe pour lui, il aura une valeur un peu plus grande. Nous, on est là pour faire de l'argent, au pire des cas. Mais aussi, il faut se dire, est-ce que j'ai besoin de ramener Crépeau et le compétitionner avec Bush? Est-ce que ça vaudrait la peine? Tu sais, tu fais du moneyball. Je me dis, est-ce que Bush peut l'échanger? Que si j'échange, je perds un peu d'argent, je dois donner ça, mais j'ai Crépeau qui est peut-être un risque, mais Youssef, il me dit que ça va marcher. Bon, Youssef n'était plus là avec Garde, mais il y a tout ça, il y a tous ces calculs qui sont clairement pas faits de façon systématique. Parce que c'est un bordel. Maintenant, avec Olivier Renard, on espère qu'il y a une vraie structure organisationnelle sportive, mais avant ça, c'était une zizanie. Le coach faisait tout, c'était pas normal. Visiblement, je ne sais pas où est-ce que ça a cloché, mais ça a cloché. Écoute, tu m'aurais posé la question en 2012 ou 2013, qui est la plus belle pépite de l'Impact de Montréal, de l'Académie des jeunes, ma réponse aurait été Maxime Crépeau. À l'époque, je suis biaisé parce que c'est mon ami, je le connais, fine. Taxez-moi de biaiser par définition si vous voulez, mais j'essaie d'être objectif en livrant cette réponse.
la plus belle pépite que j'ai vue passer à l'Impact de Montréal, et c'est difficile en plus pour moi de juger, c'est même pas un joueur de champ, c'est un gardien de but, c'est spécifique, ça se regarde différemment, etc. Mais c'est clairement Maxime Crépeau. Youssef, là, je ne sais même pas s'il est en ligne en ce moment, mais il doit être mort de rire d'avoir avec Maxime Crépeau ça n'a pas coûté cher. À Vancouver, là-bas. Et Youssef doit clairement penser la même chose que moi parce qu'il l'a vu jeune, etc. J'ai du mal à comprendre comment on est passé à côté de Maxime Crépeau. Ça me. À la limite, tu passes à côté. Bush a un gros contrat, tu l'aimes bien, c'est correct. Mais à la limite, que tu t'en débarrasses, entre guillemets, sans avoir une plus grosse valeur et sans même vraiment faire un suivi sur lui, ça, c'est un gâchis en plus. Dans les deux cas, c'est décevant. Mais c'est tout le temps hindsight 2020 là, mais au CPP, on l'a dit quoi. On l'a dit assez souvent. C'est vraiment, ça, c'est dommage. Une petite question marrante là de un grand bleu, Monsieur Normand. Quel joueur t'a fait le plus plaisir à tacler SVP, un des clowns? Moi, je connais ta réponse, Vandril, tu vas le dire. Mais moi, je pense que je le sais. Je l'ai encore, cette vidéo-là. Ouais, mais le dis pas. Je choisis un autre joueur. Okay, c'est un Brésilien, mais je veux un autre joueur. Okay, non, celui qui m'a fait le plus plaisir, c'était Giovinco. En fait, la paire, Giovinco, Altidore. Mais moi, j'avais... et puis ça, c'était des belles rivalités parce que sur le terrain, on se parlait pas mal, ça se chauffait pas mal. Giovinco n'avait pas la langue dans sa poche, Altidore non plus. Que ce soit Victor ou que ce soit moi ou Laurent qui jouait aussi, ça chauffait pas mal. C'était des beaux duels. Mais pourquoi Giovinco? Parce que, allez savoir pourquoi. C'est marrant quand je... Puis, moi, le profil d'attaquant MLS costaud, comme pouvait l'être Altidore, comme pouvait l'être, je ne sais plus d'autres gars costauds qu'il y a dans la... Kai Kamara, moi j'avais du mal contre eux. J'avais beaucoup plus de mal parce que physique contre physique, c'est tellement des brutes. T'es perdant. Il faut accepter que tu perds le duel et donc il faut compenser différemment. Moi j'avais du mal contre eux. Et bizarrement, et c'est pas les plus talentueux, mais j'avais beaucoup de succès contre les David Villa, les Giovinco, les Kaka, parce que c'est des joueurs qui ont certes un bagage technique ailleurs. D'un autre monde par rapport à moi, mais c'est cerveau contre cerveau. Et cerveau contre cerveau, j'étais capable de tenir la bataille sans aucun problème. Donc, j'avais du plaisir à jouer contre eux, puis j'avais du plaisir à tacler sur Giovinco parce qu'il était vif. Donc, sur son contrôle orienté, il prenait le 2 mètres qu'il avait à prendre sur moi, mais moi, j'avais lu qu'il allait faire ce contrôle orienté. Donc, momentanément, il prenait ce 2 mètres, mais moi, en coupant par l'autre côté, puis c'était plaisant. Ces duels-là étaient plaisants, puis j'avais du plaisir à faire ça. C'est pas plate, hein, tous ces noms-là. Là. J'ai affronté Villa, Giovinco, Kaka. Hein? C'est pas plate. On peut défendre contre Oroti, hein, ça aurait été bien ça. Ça aurait été le fun. Il t'aurait battu en vitesse de fond, là, je pense que tu aurais été perdant. On parle à MLS, ce qui se passe en ce moment en 2 secondes. Go. MLS is back. Vandril, trop tôt ou trop tard? Non, pas trop tôt. Moi, mon avis sur le confinement, on en a fait une sauce pas possible. Le confinement, j'ai pas de problème, mais on est allé trop loin. Donc, tu dois pas être fier de tes cousins français, là? Non, je suis pas. Enfin, non, c'est pas une question de fierté. À la fin, j'ai mon avis, mais j'ai mon avis comme n'importe qui a son avis, mais pour moi, on est allé trop loin dans ces trucs-là. Ça va être un drame pour les prochaines années à venir pour beaucoup de gens. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour ce qui est du sport, non, c'est pas trop tôt. Non, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Le format, on est inventif, on est créatif. Moi, je me garde de toute réserve de critiquer quoi que ce soit. C'est important d'être créatif là-dedans et de trouver une solution. Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce qu'elle est imparfaite? Il y aura un peu des deux, mais c'est pas grave parce que on aura du foot, on aura de la compétition. Ça va être un plaisir pour les yeux. Vandril, avant de parler du tournoi, le format de tournoi qui va être un début de saison assez intéressant. Est-ce que tu étais un des représentants des joueurs avec le syndicat des joueurs? Ok, je me rappelle. Tu vois? Ouais. Depuis 2011, les gars, moi je me rappelle des choses. La dernière convention collective. Hein, la dernière. Donc, en 2015. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, tu étais très. Tu en parlais régulièrement. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des plusieurs joueurs, Larentovitz, même Lovitz, même Bush? Ils disent être très déçus et très blessés et même choqués par la menace de la Ligue et des propriétaires d'un lockout. Ils forçaient quasiment la main de changer le pré-accord de la convention collective à quelque chose d'assez désavantageux pour eux. Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais ça avant? Est-ce que tu étais étonné par ça ou tu dis ouais, c'est une négo, ça arrive ou...
Non, je les comprends. Après, comment dire? Moi, là, je serais un formidable avocat parce que je peux te défendre le pour et 3 secondes après, dis-moi d'endosser le rôle inverse, puis je vais te défendre le contre. Il n'y a aucun problème, puis je vais le faire. C'est de bonne guerre de la part des propriétaires par l'intermédiaire de Don Garber d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Maintenant, c'est de bonne guerre à partir du moment où tu pars du principe que tous les coups sont permis. Ouais. Mais clairement, d'un point de vue moral, l'idée de sortir une forme de veto, un coup bas, appelle ça comme tu en as envie, comme ça, pour faire une pression sur les finances des joueurs, parce que c'est une pression sur les finances des joueurs dans un monde actuellement où tout le monde est en train, ça, c'est un coup on ne peut plus bas, clairement. Donc je les comprends eux de dire, vous savez quoi, ça restera pas, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on saura s'en souvenir. Oui, mais tu sais, la MLS, il y a un taux de roulement tellement fort. Tu sais, les vedettes aussi qui sont là sont pas là de faire ça. Tu sais, c'est un contexte nord-américain avec des joueurs internationaux. C'est difficile. Tu sais, eux, ils peuvent se permettre encore plus de coups bas que les autres ligues nord-américaines. Les ligues américaines qui font chier un joueur 5 ans plus tard est encore là. 5 ans plus tard, ceux qui ont négocié ne seront probablement plus là. Tu as totalement raison. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils se permettent de le faire. Ouais. Mais ce n'est pas pour autant que le contexte te donne d'une certaine manière le luxe de te servir de cet outil-là, qu'on ne va pas te juger pour autant et qu'on n'est pas en droit de te juger pour autant. Et je trouve, d'ailleurs, moi je trouve courageux les joueurs d'avoir dit publiquement ce que tu as fait. C'était rafraîchissant. Quand même le grand patron, etc. Ouais. Moi, regarde, il l'a fait, c'est de bonne guerre pour lui, mais c'est de bonne guerre aussi que les joueurs le jugent pour ce qu'il a fait. Non, tu as raison, c'était super rafraîchissant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Carlos Vela, pour lui, les frais de cotisation au syndicat, ça coûte aussi cher que son abonnement Netflix. C'est Netflix, Prime Video ensemble, pour lui, c'est la même chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que la Ligue fasse attention à ne pas renier, à ne pas écraser le backbone de leur Ligue, qui sont les joueurs nord-américains. Oui, peut-être dans 10 ans, il y aura juste des internationaux, puis la Ligue va faire beaucoup d'argent, j'en doute fort, avec le modèle économique de la Ligue, notamment leur contrat média qui va tout le temps être assez mauvais, je pense, pour un bout, relativement à leurs ambitions de revenus. Mais il faut faire attention, tu ne veux pas énerver, déloyaliser le backbone, les Lovitz de ce monde. C'est eux qui vont faire ta ligue. À un moment donné, Davy Arnaud, il est d'une autre génération, Justin Mapp, Lovitz, il va être une autre génération. Il y a des gars, ils évoluent, la nouvelle génération est autant meilleure que l'ancienne. Mais il ne faut pas les dénigrer, sinon ta ligue va peut-être pas être aussi attrayante pour les locaux. Puis moi, je vais aller en Europe. Moi, je vais aller peut-être à de l'inverse. Il faut faire attention. Donc, en termes de communication, on sait bien. On parle un peu. Oui, vas-y. Ouais, juste pour finir, je pense quand même, si vous regardez un petit peu les chiffres de la nouvelle convention collective, là, il y a eu un gros step quand même. Je pense que lui s'est dit aussi, Don Garber, il s'est dit, tu sais quoi, ce luxe-là, je peux me le permettre aussi parce qu'on a fait un méchant effort par rapport à la convention. Pour moi, il est normal, il est un peu plus légitime qu'ils aient fait cet effort et ils auraient pu même faire plus. Mais par rapport à de là où on partait, le gap est tellement important qu'il s'est dit, ouais, c'est bon, je peux sans doute le faire aussi. Oui, parce que les joueurs étaient très contents quand même de la convention collective. Avant le confinement, là, c'était, comme tu dis, les joueurs ont gagné beaucoup. Les propriétaires se sont aussi rendus compte qu'il y avait un avantage à avoir un partenariat entre les deux clans. Mais là, ils ont tellement eu peur. Tu sais, c'est le phénomène mondial. Tout le monde est en mode frein. On est hyper craintif, hyper prudent. Ils ont voulu se donner tous les outils en cas de catastrophe. Ouais. Mais en même temps, mais ce que je trouve un peu dommage là, c'est que tous les propriétaires de la ligue là, ils peuvent nous mettre de l'avant le fait qu'ils rentrent pas dans leur argent d'un point de vue opérationnel. C'est-à-dire on n'est pas rentable, on génère pas du cash opérationnellement. Fine. Sauf que si tu revends ta franchise maintenant par rapport à combien tu as payé et les investissements intermédiaires que tu as fait pour en arriver à là où tu es aujourd'hui, on en parle si tu vas faire de l'argent ou pas. Donc, à un moment donné, l'opérationnel, il a ses limites là. Ouais. Donc, oui, opérationnellement, il faut réinjecter peut-être du cash chaque année, etc. Mais en vrai, si tu revends ta franchise aujourd'hui et il y a un marché pour vendre ses franchises… Fais attention, là, tu vas embarquer dans le complot de Sofiane. Sofiane est sûr que l'Impact va être vendu.
Moi, je pense que c'est des options qui sont considérées sérieusement. Ça fait attention. Fais attention, les gens sont sensibles ces temps-ci. Moi, je dis c'est des options qui a été considérées sérieusement, peut-être même maintenant, pour dire Kevin Gilmore n'est pas là juste pour vendre des billets, il est là pour tout considérer. Et après, c'est un gestionnaire de projet, puis il va gérer le projet. Option A, B, C, D. Le D, je ne conseille pas, même s'il y a de l'argent, je conseille A, B, C parce que c'est le long terme. Maintenant, moi, je dis par rapport à mon expérience de travailler dans les entreprises comme tout le monde, je vois les signes, je dis, OK, ça ressemble vraiment, ça ressemble vraiment à quelqu'un qui va vérifier toutes les options qu'on lui dit de vérifier, puis lui, il est là pour être objectif. C'est mon avis. J'ai pas d'inside particulière, mais c'est pas fou c'est pas fou de penser que quand tu fais rentrer un très bon opérateur, ça peut soit pour préparer une stratégie à long terme et en revenir à une dynamique positive pour franchir des paliers, ou alors préparer, pourquoi pas, une transaction. C'est pas fou de se dire que ça puisse exister non plus. Mais bon. Vous êtes en train de faire peur aux gens. Arrêtez de faire peur aux gens. Bon, MLS is back, le tournoi. 54 matchs, 26 équipes, 6 groupes, 1 champion, Orlando. Ils vont tous jouer à Orlando. 1,1 million d'argent comment on appelle ça, en cadeau, d'argent à gagner potentiellement. Ça joue du 8 juillet au 11 août au ESPN Wide World of Sport Complex, Walt Disney Resort. Tous les clubs vont participer. Le gagnant de cette compétition va représenter la MLS en 2021 pour la CONCACAF Champions League. Et c'est pas mal ça. Oui, il y aura une phase de groupe, 8e, quart, demi-finale et finale le 11 août. Et les 3 matchs de groupe vont compter comme match de classement pour la saison régulière qui commencera quand elle commencera. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ça pourrait donner un élan à ce club-là, surtout avec le partenariat avec ESPN. Ça peut apporter quelque chose. Pendant que tous les sports nord-américains sont sur le hold, la MLS, c'est un bon coup là, d'arriver là rapidement, d'occuper le marché. Tu sais, même ici, au niveau local, là, tu sais, je veux dire, RDS et TVA va vouloir avoir ces matchs-là pour créer du contenu facile. C'est un très bon move pour la MLS. À très, très, très court terme. Mais moi, j'aimerais ça avoir l'opinion de Vandril pour un peu plus long terme. La MLS, là, comment tu vois le développement de la MLS dans le futur? Est-ce qu'on va s'approcher du concept nord-américain, du concept européen, je veux dire, avec une promotion-relégation tant désirée par certains fans, ou c'est plutôt on va stabiliser encore plus le concept de ligue fermée et peut-être une collaboration avec le Mexique, parce qu'entre-temps, en Europe, il commence à avoir de plus en plus de conversations sur le concept de ligue fermée parce qu'il y a certains avantages. Surtout là, présentement, on le voit, là, c'est beaucoup plus avantageux d'avoir une ligue fermée que d'avoir ce système-là très ouvert qui apporte, oui, du challenge de saison en saison, mais une insécurité financière terrible. Mais pour moi, poser la question, c'est y répondre en regardant ce qui se fait depuis quelques années. Regarde en Europe avant, là. Dans chaque pays, tu avais 3 montées, 3 descentes. Désormais, je prends l'exemple de la France, un championnat que je connais bien. Il y en a 2 qui descendent, l'autre, il joue un barrage. Donc, on veut encore lui donner, on veut lui donner sa chance de rester et on veut créer une forme de stabilité avec le moins de rotation possible. Pourquoi ? Parce que tu veux protéger. Au final, les clubs sont des entreprises. Tu veux protéger, avoir une stabilité financière et donc opérationnelle des entreprises sur une certaine durée, sur un certain horizon temporel. Donc, je pense que non, on ne se dirige absolument pas vers une dynamique dans laquelle il y aura des promotions-relégations. De toute manière, je pense que même le plus pourri des clubs MLS au classement à la fin de l'année, tu vas regarder ces infrastructures-là. Son centre d'entraînement, stade, les bureaux administratifs. C'est digne des plus grands clubs au monde. Et ce n'est pas des blagues. Et regardez, il n'y a pas de hasard. Les tournées estivales des grands clubs européens, ils viennent, ils prennent Montréal, le centre Nutrilait, ils vont à droite, à gauche dans les installations des clubs de MLS parce que c'est totalement aux normes de ce que requiert le haut niveau. Donc, je pense que d'un point de vue business, il y a beaucoup trop d'argent qui ont été mis dans les infrastructures pour envisager que derrière, on puisse mettre en danger ces modèles-là. On a mis l'argent dans les infrastructures. Maintenant, on va bientôt mettre l'argent encore plus dans les joueurs. Les infrastructures font, si tu veux, mettre la table aux ressources humaines. On a des belles, on en a des belles. Tu sais, on a fait venir des Jovinko, on a fait venir des Kaka, etc. Mais à part Jovinko, quel mauvais exemple parce qu'il est venu, c'est un précurseur d'être venu à un âge relativement
précoce et dans son prime. Plus jeune, et sinon, toutes nos vedettes sont plus venues, on le sait, en fin de carrière. Je pense que maintenant, le modèle, est-ce qu'on va pouvoir attirer c'est-à-dire quand Marseille, quand Didier avait quitté Marseille pour Chelsea, il viendrait en MLS? Non, c'est sûr que non. Clairement pas. Mais on va aller chercher des joueurs à la Almiron, des joueurs. Mais ça reste intéressant. C'est parce que tu sais, un Drogba qui, en quittant Chelsea, vient à Montréal et vient pas à Marseille ou il retourne pas à Guingamp, c'est quand même un méga avantage. Il faut arrêter de dénigrer ces stars-là qui viennent terminer leur carrière en Amérique du Nord. Ça reste hyper avantageux. T'sais, on le sait pratiquement tous que Ronaldo et Messi, il y a plus que 50% des chances qu'ils finissent leur carrière en Amérique du Nord. N'importe quel autre pays. Ronaldo, je peux même t'annoncer son club. C'est Miami, c'est designé pour lui. Non, dis-moi pas ça. J'ai un Photoshop avec l'Impact. Non, mais je peux peut-être essayer de le convaincre en lui déclarant à quel point je le valorise. À deux, on sera peut-être capable. Non, mais ça reste quand même. Tu sais, pourquoi dénigrer une fin de carrière de ces top stars-là en Amérique du Nord? Je ne le comprendrai jamais. Je dénigre pas. Puis je vais surtout pas dénigrer Didier. Et puis, premièrement, par la relation que j'ai avec lui. Deuxièmement, parce que j'ai vu au quotidien qu'est-ce qu'il était capable de faire. Et ensuite, statistique à l'appui, il a quand même planté son 11 buts en 13 matchs. Donc, il n'est pas venu en vacances. Soyons clairs là-dessus. Sauf que c'est un fait de réaliser qu'il est venu à 36 ans. Oui, économiquement, il faut d'autres choses aussi. Il faut un mix des deux. Voilà, donc on ne crache pas là-dessus, mais c'est un fait quand même de dire que le Didier Drogba de 36 ans n'était probablement quand même pas le Didier Drogba de 25, 26, 27 jusqu'à 32, 33 où il était sur une autre planète encore. Là. Tout à fait. Mais ceci étant dit, non, il faut un mix des deux. Oui, je suis totalement d'avis qu'il ne faut pas cracher sur cette capacité à attirer des stars, qui plus est, qui ne viennent pas en vacances, qui viennent pour performer. Mais je pense que le vrai beau modèle, c'est de devenir des Porto, des Benfica, des Monaco. C'est le tremplin de l'Amérique. Il faut que ça devienne le tremplin de l'Amérique. Et que ton modèle. Et donc, mais oui, mais on en revient à la discussion de tout à l'heure. À ce moment-là, internaliser l'académie dans ton club, ça ne va pas devenir un problème, ça va devenir, au contraire, ça va être un investissement. Parce que derrière, tu vas produire des beaux joueurs qui auront, grâce à d'autres joueurs, une certaine vitrine. Ton club sera. Oui, mais pour ça, la MLS doit donner des outils aussi, parce que quand tu as un effectif de 25-30, ça devient limité. Tu sais, tu as un minimum de contrats à pouvoir allouer. Rapidement, ton académie, elle te donne 2-3 joueurs par année. Rendu au bout du rouleau, il n'y a plus de place pour ces joueurs-là. Il faut donner l'opportunité à ces clubs d'avoir des effectifs composés de joueurs de l'académie avec 10, 15 joueurs facilement over l'effectif pour pouvoir donner ce temps-là et que les clubs n'aient pas ce problème-là de choisir à chaque année, tu sais-tu quoi, Kounoumbe, cette saison, je le laisse tomber parce qu'il y a un autre qui s'en vient. Il faut pouvoir donner les chances, avoir ces places-là nécessaires. Le problème, il est aussi dans la configuration démographique de l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, le mot est un peu fort, c'est que des grosses métropoles. En Europe, tu as Lyon, Saint-Étienne, à côté, tu vas avoir, j'en sais rien, moi, Clermont-Ferrand, pas très loin, tu auras Montpellier, Marseille, Nice, Monaco, tout ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parte d'un club en CPL. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça se tient dans un environnement géographique extrêmement serré. Donc, un joueur, là, il peut basculer d'un club à l'autre, deuxième division, il y aura du public. Ici, on est dans une dynamique de métropole. Montréal, c'est une métropole. LA, New York, tu sors de. Il y a zéro attractivité, il y a zéro. Il n'y a pas de public tant que ça pour aller assister et créer une dynamique de marché sur un circuit parallèle qui serait l'équivalent d'une vraie belle deuxième division. Là. Donc, ça devient difficile aussi, si tu veux. Non, c'est compliqué. Et puis, ce qui est intéressant, quand on parlait, par exemple, il y a des clubs qui ont du mal à attirer des joueurs en MLS, comme Kansas City. C'est bien, mais ils ont un problème d'attractivité. Alors que l'effet Drogba à Montréal, ça a donné, comme dit Normand, ça a donné Boyan. Il se dit, Drogba était là, moi je vais venir aussi à l'Impact parce que il y a un impact. Désolé du mot là, mais il y a un impact d'avoir des stars ou l'investissement que l'Impact a fait qui était assez intéressant pour dire ok, ça va attirer d'autres joueurs. Au moins, ça va mettre le club, l'Impact et d'autres clubs en MLS sur le radar. Parce que bon, et les FC, Galaxy, pas les Ravos, mais City FC, bonne chance pour la compétition parce que c'est des méga métropoles. C'est bonne chance. Miami aussi. Tu peux pas commencer avec ça, mais localement, tu fais ce que tu peux, tu as des bons coups et tu construis sur ça. Et je trouve ça qui marche bien. On a oublié de dire les groupes, Nilton. MLS is back. On s'en fout un peu. De toute façon, ils sont tous arrangés d'avance.
Oui. T'as pas vu? Tout est arrangé d'avance, donc il n'y a aucun problème. Ouais, on est prêt. Oui, vas-y. Je suis suspect quand même. Moi, tous les tirages, que ce soit FIFA, UEFA, moi, je crois que c'est que du hasard. Je crois. Vancouver, Seattle, Toronto, Montréal. Mais au moins, ils ont séparé Portland. Ils ont séparé Portland. Ils n'ont pas été dans le complot à 100%. À la limite, même si c'est arrangé, on s'en fout. On veut juste des bons matchs. Juste des matchs, ouais. Groupe C, Toronto, New England, Montréal, DC. Vraiment, on dirait des matchs de genre juin, juillet que personne ne va regarder. Ah, DC, New England. Mais à l'extérieur, à RFK Stadium, tu n'as pas envie d'y aller. Quand ça existait New England, tu n'as pas envie d'y aller. Mais faisons pas. Là, tu tombes dans. Non, on va pas faire la fine bouche là. Oui, c'est vrai. Du foot, on va en prendre là. Oui, ça c'est Couscous qui parle, c'est pas Sofiane. Sofiane est plus gentil, Couscous. C'est mon alter ego qui est un peu plus intense pour rien. Non, mais avec beaucoup de cheveux. Donc, moi, j'aime beaucoup le concept du match à 9h le matin. Ça rappelle un peu les matchs de la Premier League, mais ça va être d'autres choses. Ça sera pas Chelsea. Ça sera pas Chelsea, Manchester City. Ça va être DC United, New England. faut vivre avec. Et pas à Stamford Bridge. Hein, non, ça va être au terrain numéro 3 de Mickey Mouse Stadium. Bon, mais là, ça fait déjà 1 heure de ton temps qu'on a pris, Vandrel, puis les gens nous ont déjà dit qu'après 1 heure, on n'est plus capable d'entendre Sofiane. C'est vrai? Un gros merci, Vandrel, d'avoir accepté l'invitation. Les gars, un vrai plaisir. On n'a pas vu le temps passer. C'était agréable. Ouais. Non, c'est un honneur que tu. Je pense que c'est un honneur pour toi d'être avec nous. Donc, de rien, Vandril, de rien. J'ai pris du plaisir, les gars. J'ai participé, j'ai donné des petits détails croustillants aussi. Bah oui, regarde. Avant ton arrivée à ce live-là, on était à 85% d'infos exclues en termes de succès par rapport à l'impact. Notre mercato, là, on a hacké le WhatsApp de Olivier Renard, on avait tout. Je ne dis pas comment on l'a fait. Non, mais c'est trop tard. Il ne faut pas le dire. Je utilisais mon compte Dr Foot pour utiliser ça. Et puis, mais là, avec les exclus Crépeau. Attends, mais là, on a oublié de lui demander si c'était lui, Dr Foot. À chaque invité, on veut savoir, c'est toi, Dr Foot? Non, on va le trouver. En fait, il faut commencer le podcast avec ça. Il faut qu'on structure le podcast. Et maintenant, avec les exclus que tu as pu signer en CPL et que Crépeau, pour toi, c'est un des meilleurs joueurs qui passe par l'académie, on a 95% de succès, Nilton. On a info exclus. Je pense que là, on augmente. Là. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des exclus, envoyez-les à nous. Là, on va s'amuser avec ça. Donc, merci encore, Vandril. Merci tout le monde en direct avec nous. Le podcast va être en ligne d'ici vendredi au week-end ou plus tard. On est sur Facebook, ANFC, Nilton, Sofiane, @Sofiane Penza, @Nilton George, puis Vandril, c'est @Vandril LEF, WANDRILLEF. Et puis encore une fois, patreon.com/Football Club pour nous supporter. Donc n'hésitez pas. Et aussi l'espace sponsor, c'est pour nous aider. Donc n'hésitez pas. Si vous avez une business, on est là pour travailler avec vous. Pour les cheveux de Sofiane. Oui, pour moi. On cherche un barbier. Merci. Excellent. Merci Vandril encore. Hein, puis prends soin de toi. Puis bon déconfinement à tous quand ça va arriver officiellement. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye.